Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, j'avais envie de vous emmener loin de la crise sanitaire. Je vous emmène pour voyager dans l'espace et dans le temps au cœur de l'espionnage. Mais avant de commencer, bien sûr, je vous propose dès à présent de commenter, de partager cette vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas. Allez, c'est parti! Et pour ce numéro un peu particulier du Samedi Politique, je reçois non pas un invité, mais deux invités. Alors je commence à ma droite. Bonjour François Baroux. Bonjour. Alors vous avez été officier traitant du SDEC puis de la DGSE de 77 à 95. Vous êtes passé notamment par les États-Unis, l'Éthiopie, le Pakistan. Vous avez beaucoup travaillé sur le renseignement industriel et vous avez publié en 2017, vous étiez déjà venu à TV Liberté pour ce livre « James Bond n'existe pas, mémoire d'un officier traitant » et c'était déjà aux éditions Mareuil. Sergueï Girnov à ma gauche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien officier du KGB, un peu moins longtemps, de 84 à 92, notamment à la direction ES. Vous nous expliquerez un peu plus de quoi il en retourne. Vous êtes arrivé à l'Institut Andropov qui forme les espions, oui. Mais on reviendra aussi sur ce terme, en même temps qu'un certain Vladimir Poutine. Et vous êtes réfugié en France depuis 2001, puisque la Russie vous poursuit pour divulgation de secrets d'État. Et on reviendra évidemment, bien sûr, sur cet élément. Alors, vous écrivez un livre à quatre mains, KGB, DGSE, deux espions face à face. C'est aux éditions Mareuil, encore une fois. Et bien sûr, nos téléspectateurs peuvent d'ores et déjà en faire l'acquisition sur la boutique officielle de TV Liberté, tvliberté.com. Alors, pour commencer, on va peut-être s'arrêter justement sur ce terme qui figure sur la couverture de l'ouvrage, le terme d'espion, que vous n'affectionnez pas particulièrement ni l'un ni l'autre. François surtout oui, François. Oui, François le déteste. Moi, parce que c'est un terme, pendant tout le temps que j'étais à la DGSE, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Il est proscrit. Il a une connotation pour nous péjorative. L'espion, eh bien, du temps du rideau de fer, c'était mon homologue Serge. Et vice-versa. Sergueï, et vice-versa. C'était un espion, puisqu'il me contrôlait, enfin peut-être pas lui personnellement, mais son système politique et je cherche un autre mot. Idéologique, presque pas presque, sûrement idéologique, totalitaire, et c'est ce que j'ai cherché. Voilà. Non, donc pour moi, il était un espion. Mais, voilà, donc c'était l'adversaire, finalement. L'espion, c'était l'adversaire. Absolument, nous ne sommes plus maintenant, et c'est ça qui est formidable, parce que nous avons des points communs au-delà de ce que je pouvais espérer. Car nous avons reçu à 6 000 ou 5 000 kilomètres de distance, enfin en gros, j'exagère un peu peut-être, la même formation. Nous avons reçu, on a les mêmes idées, la même formation et la même façon de voir les choses. Vous voyez, c'est vrai. C'est important. Alors, Sergueï Girnov, vous, le terme espion, il est sur votre carte de visite, donc vous l'assumez. Oui, je l'assume parce qu'en fait, le grand public, il a l'habitude de ce terme et c'est un mot qui parle. Mais techniquement, en Russie et en Union soviétique, c'était encore pire que ça. Ça veut dire que ce terme était employé, c'est pas un mot qui était uniquement péjoratif, mais c'est un terme juridique. Ça veut dire que dans le code pénal russe, on pouvait être jugé pour l'espionnage et à ce moment-là, ça veut dire que cette personne travaille pour le camp d'en face. Donc du coup, c'est un terme aussi très péjoratif. La dernière remarque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le contre-espionnage soviétique s'appelait SMERSH, qui voulait dire la mort aux espions. C'est un sigle, Smertspionem. Voilà. Et le mot SMERSH est un mot que j'ai entendu chez nous. À la centrale, chez nous. Centrale, ça veut dire DGSE pour nous. Hein. Le mot SMERSH, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ben voilà, maintenant forcément. Tu le sais. Donc voilà, c'est la mort aux espions. Tout à fait. Alors, question un peu, peut-être, qui peut paraître un peu ingénue. Est-ce que quand on s'engage pour aller dans la DGSE, on est patriote ? Mais plus que ça, on est viscéralement patriote. Oui, pourquoi cette question ? Toute notre fonction, notre travail, et c'est pour la France. J'aime pas dire c'est pour mon pays, c'est pour la France. Hein, ça appuie le mot patriote ou patriotique. Donc j'ai toujours travaillé pour la France, pour lui délivrer des renseignements
comment dirais-je, qui la servait finalement. Oui, qui sert ce pays-là, qui sert la France, oui, tout à fait. Et c'était aussi votre point de vue et pour nous, c'est pareil, avec une petite différence, c'est que l'Union soviétique, quand même, c'était l'idéologie communiste. Et l'idéologie communiste, elle était internationaliste. Ça veut dire que l'Union soviétique et les communistes du monde entier se faisaient comme but de conquérir la planète. Et donc, du coup, pendant certaines périodes, patriotisme voulait dire, en fait, c'était l'opposition, en opposition avec la doctrine communiste. Malgré ça, on avait une forme de patriotisme. Ça veut dire qu'il fallait quand même croire dans les idées communistes. Donc, du coup, c'était la même chose. À l'intérieur de notre service, on nous demandait d'être très clair, très net, très cadré. Et le service n'emploie jamais, ne prend jamais quelqu'un qui ne l'a pas. Alors vous expliquez aussi au fil de votre carrière que vous voyez avec la chute de l'URSS que de plus en plus cet esprit pro-communiste s'évanouit finalement du KGB. À la fin, c'était quasiment inexistant. C'était quasiment inexistant parce que on voyait il y avait un esprit de privé, de capitalisme qui arrivait, même s'il n'était pas nommé. Mais pour vous dire l'anecdote, par exemple, par rapport à ça, l'Union soviétique a recruté les meilleurs agents qui étaient les 5 de Cambridge. C'était les jeunes Anglais qui étaient issus d'aristocratie anglaise, qui sont passés par Eton, par Oxford, et qui ont servi après dans les ministères très prestigieux et les services spéciaux britanniques. Et donc, eux, ils étaient communistes, donc ils ont adhéré à la doctrine communiste, ils se sont proposés aux services spéciaux de l'Union soviétique. Et quand il y a 3 d'entre eux, 3 sur 5, qui ont fini leur jour en Union soviétique, finalement, ils ont constaté qu'ils étaient plus communistes que nous et qu'en face, ça répondait absolument à rien. Alors, on a le sentiment aussi qu'il y a une vision dans vos 2 pays respectifs, du moins d'origine, très différente à l'égard de ces officiers traitants, comme on va les appeler à partir de maintenant. On a le sentiment que d'un côté, en Russie, les membres du KGB étaient perçus comme une forme d'aristocratie, alors qu'en France, vous dites que finalement, les gens sont perçus comme des barbouzes. Oh, mais je n'ai jamais utilisé ce terme-là. D'ailleurs, si on lit le livre, c'est plutôt Sergueï qui utilise ce terme-là, qui vous me fait bondir. Alors. On n'est pas barbouze. Non, je taquine un peu. Oui, il me taquine. Non, nous sommes des gens tout à fait, j'aime le dire, en costume cravate, très bien, qui laissent à penser qu'on a de bonnes pensées, d'ailleurs, mais qu'on est des salopards à l'intérieur. Oui, mais non, pas barbouze. Salopard, oui, je veux bien. Vous étiez un salopard. Ah, complètement. Mais écoutez, amener quelqu'un à trahir son pays, parce qu'il va voler des documents ou des objets, eh bien, c'est quand même terrible. Et éventuellement finir sur l'échafaud. Il peut finir sur l'échafaud. Et puis c'est abyssalement horrible comme métier. D'ailleurs, je disais tout à l'heure en aparté, c'est pas un métier qu'on trouve à Pôle emploi. Hein. Vous ne trouvez pas. Non, vous ne trouvez pas, c'est sûr. Alors ça amène une autre question, parce que ça l'amène, c'est peut-être pas un emploi qu'on trouve à Pôle emploi justement, mais pour autant vous avez fait la démarche d'entrer à la DGSE. J'ai fait la démarche, oui, parce que à l'époque, quand j'ai fait cette démarche-là, je commandais une compagnie d'une centaine d'hommes. Mais j'étais pris un peu par la routine. J'avais peur de terminer mon cursus d'officier dans des bureaux, puisque nous sommes en temps de paix quand même, oui, bien sûr. À l'intérieur, chez nous. Eh bien, quand j'ai vu passer une note de service invitant des jeunes capitaines ou des commandants ou de jeunes commandants à faire une visite au SDEC. À l'époque, c'était le SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Et j'y suis allé, j'étais convoqué 2 ou 3 mois après, j'étais heureux comme tout. Et quand je suis arrivé là-dedans, mais j'étais effaré, quoi. Enfin, effaré dans le bon sens. J'ai aimé tout ce qu'on m'a raconté, parce qu'on nous racontait des histoires. Mais quand nous sommes entrés dans une salle qui s'appelle la salle des ambassadeurs, j'ai vu des tas de gadgets, par exemple des cales de porte pour que la porte se tienne ouverte. Dedans, il y avait un appareil de radio avec un petit émetteur, par exemple. Et à la fin de la visite,
on nous avait enregistré à notre insu et on nous a fait écouter tout ce que nous disions en aparté entre nous. On a été ahuris, quoi. Enfin, je veux dire, bon, ça m'a frappé. Et je me suis dit, bon, c'est quand même pas, c'est pas terrible, c'est pas bien, c'est illégal ce qu'ils font là. Eh ben non, on nous avait averti, vous entrez ici dans une entreprise, dans un monde où l'illégalité est normale. Enfin, voilà. Bah surtout, alors vous, c'est pas du tout le même parcours, parce que vous avez été repéré par le KGB. Oui, c'est ça. Le KGB n'aime pas que les gens se présentent vers lui. Le KGB ne passe pas de petites annonces. Donc ça, nous avons le système de recrutement qui est un tout petit peu différent par rapport au système français, même si le contrôle de la candidature est le même. Ça veut dire on va très très loin, on va vérifier si la personne correspond aux attentes de service, etc. etc. On interroge les proches Tout à fait, les proches. On va descendre jusqu'à votre maîtresse de maternelle. On va faire le voisinage de tous les endroits dans lesquels votre famille a habité. Donc pour moi, ils avaient de la chance puisque j'ai habité à Moscou. Mais si mon papa était capitaine de l'armée comme était François, il aurait pu faire déjà 10 casernes séparées de 10 km les unes des autres. Et donc à ce moment-là... Mais ça n'arrêtait pas le KGB, il n'y avait aucun problème. J'aurais eu du mal parce que j'ai appris à lire et à écrire à Bamako. En plus. Au Mali, oui. Voilà. C'est difficile. Pour nous, ça aurait été peut-être même rédhibitoire d'engager quelqu'un de KGB parce qu'on n'aimait pas les gens qui avaient des naissances à l'extérieur du pays. Oui, à ce point-là, oui. Oui. En revanche, c'est vrai que ce que vous disiez, le KGB avait un aura qui est un aura aristocratique, l'élite, tout en sachant qu'on vivait quand même, mon époque, c'est l'époque de la guerre froide, donc le pays était fermé, on était quand même derrière le rideau de fer, et il y avait très peu de gens qui pouvaient voyager à l'extérieur. Et donc du coup, KGB, c'était aussi ça, parce que ça vous donnait la possibilité de sortir du pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a corrompu le système à la fin, parce que les gens ont compris vous aviez le droit de rompre le confinement. Le confinement, et puis gagner des sous. Et puis finalement, il y avait un discours comme quoi il y avait le communisme, c'est la plus belle des religions. Et puis vous foutez les camps et vous veniez dans le pays de François, boire le champagne français, acheter des parfums français, manger des fromages français, etc. Voilà. Oui. Et donc, du coup, vous en profitiez quand même de tous les avantages du système capitaliste tout en le critiquant. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union soviétique... Le beurre et l'argent du beurre d'ailleurs. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça motivait les gens. Alors on a le sentiment que le KGB, on l'a déjà dit, était très idéologisé, alors que vous étiez essentiellement tourné sur le renseignement industriel, le renseignement économique, l'intelligence économique d'ailleurs. Et éventuellement politique aussi. Mais on n'est pas lié, on n'était pas lié comme Sergueï à un parti politique. Sergueï, il était piloté par le communisme, on va dire, il est complètement baignant dans l'idéologie communiste. Disons qu'en fait, officiellement, KGB, même dans les statuts de KGB, c'était marqué, c'est le bras armé du Parti communiste de l'Union soviétique dans la lutte mondiale contre l'impérialisme mondial. Donc du coup, c'est ça le truc. C'est l'ADN. Ça veut dire que c'est comme à l'armée, quand on change de gouvernement, on reste militaire. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais à la DGSE, quel était avant Mitterrand le président Pompidou? Giscard. Mais quand Mitterrand est passé, ça n'a rien changé chez nous. Alors que vous aviez des craintes justement, vous le dites dans le livre. Vous aviez des craintes dans le service. On avait des craintes, oui. Mais malgré ces craintes-là, on ne bougeait pas, quoi. Il y avait quand même les ministres communistes dans le gouvernement de Mitterrand. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. 4 ministres communistes. Oui, c'est vrai. Quand François raconte bien quand même que le fait d'avoir un contact avec un communiste, fini. À l'époque, vous ne pouvez plus rentrer dans la DGSE. Donc vous imaginez, on vous interdit ça, et puis après, le président, il met 4 ministres communistes dans le gouvernement. Ça aurait dû vous marquer quand même. C'est pas bon, mais ça nous a marqué, bien sûr, oui. Mais on faisait notre métier, malgré tout. Disons qu'après, vous êtes des fonctionnaires, vous avez le statut de fonctionnaire, donc statut de fonctionnaire. Voilà, le pouvoir politique, de toute façon, il décide pour nous. La même chose pour nous, le parti décidait, et nous, on suivait. Il nous donnait des ordres, on était contrôlés, il y avait partout les comités de parti à l'intérieur, et c'est le parti qui décidait, et qui a imposé ses lois. Exactement. Après, ça ne veut pas dire que notre renseignement était uniquement idéologique et politique. Nous, on volait aussi les secrets technologiques, scientifiques, comme la France. Alors, à cette différence près, du moins c'est le sentiment que j'ai eu, c'était qu'au KGB, quand vous voliez du secret industriel, c'était essentiellement pour
comment dire, le rayonnement national, j'allais dire, pour les entreprises 100% Union soviétique. Alors que je me suis posé cette question justement pour la DGSE. Est-ce que les renseignements que vous pouviez capter finalement ne servaient qu'à des entreprises nationalises ou au contraire à des fleurons français qui pouvaient participer de ce rayonnement? C'est un peu la même chose. Tous les renseignements de technologie ou technique ou industriels que nous pouvions recueillir, eh bien, ça servait nos industries françaises. Alors, les fleurons dont vous parlez, par ricochet, oui, certainement, bien sûr. Mais ça, donc alors, ça pouvait aussi augmenter des entreprises privées. Oui, bien sûr, mais il faut bien s'entendre. Tous ces renseignements-là étaient via peut-être le Quai d'Orsay, ça je ne me souviens plus très bien, ou directement vers les chefs d'entreprise françaises. Nous ne savions pas ce que ces chefs d'entreprise en faisaient de ces renseignements-là. On ignorait totalement la chose. On les livrait, point barre. C'était pas notre boulot de savoir si ça profitait à notre pays. Mais alors justement, on pourrait se poser la question de savoir si finalement vos services n'étaient pas monnayés à des grands patrons français. Ah bien, alors, ça c'est une bonne question, mais je vous la renvoie. Mais pourquoi vous posez cette question-là? Parce que vous avez des doutes? Parce que j'aime bien me poser des questions. Mais moi, je me méfie un peu. Mais oui, non, ces parce qu'on sait que facilement d'anciens responsables de la DGSE ont pu travailler ensuite au service d'eux. Donc on imagine qu'ils avaient déjà établi des liens. Que ces entreprises, d'abord, ça ne peut pas se faire, payer la DGSE pour que la DGSE leur envoie des renseignements. Non, ça ne se fait pas, ça. Et l'inverse, par exemple, je pense à la situation du cimentier Lafargue, pendant un certain temps en Syrie. On sait qu'il y avait eu des suspicions. Mais des suspicions, parce que Lafargue travailler pour les Syriens, par exemple. Et c'est là on peut tout supposer qu'il y avait entre les chefs le chef d'entreprise de Lafargue et les responsables politiques, peut-être une espèce de symbiose. Hein. Mais ça, c'est possible. D'ailleurs, on l'a reproché à l'entreprise française. Mais c'est encore un autre sujet, ça, par contre. Après, ça a changé avec le temps, parce qu'à une certaine époque, l'entreprise française qui était à l'étranger, elle était autorisée, entre guillemets, de faire ce qu'elle voulait. Oui, corrompre, oui. C'était pas un problème. Après, ça a changé, je crois, il y a 15 ou 10 ans. Mais faire donner des pourboires, corrompre les gens, les payer, etc., c'était de la mort courante. Et puis l'entreprise française, et en Afrique, pareil, à l'étranger, la même chose, a même intérêt à se faire connaître, d'où une certaine publicité aussi. On ne va pas reprocher à une entreprise de faire de la pub à l'étranger. Ça fait partie de leur boulot. Alors, si on apprend ça de l'espionnage, non. Ça, je ne crois pas. Alors, il y a une question qui m'amuse. Vous parlez, Sergueï Girnov, de l'histoire un peu du renseignement. Vous évoquez le renseignement militaire, l'espionnage politique, bien après, l'espionnage militaire, et vous parlez du développement de la diplomatie. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez quelle différence vous faites entre l'espionnage politique et la diplomatie. La diplomatie, c'est la même chose. Ça veut dire que la diplomatie recherche du renseignement, mais le problème, c'est le même problème, la même différence qu'entre le journalisme et l'espionnage. C'est marrant, c'est une autre question. C'est ça, parce que en fait, c'est les métiers qui sont les métiers légaux ont le cadre légal. Ça veut dire quand vous êtes diplomate, vous cherchez les renseignements, vous organisez les rounds diplomatiques, vous invitez vos collègues dans la capitale dans laquelle vous êtes installé, vous essayez de leur soutirer des vers du nez, mais vous n'avez pas le droit de voler, vous n'avez pas le droit de les tromper, vous n'avez pas le droit de commettre les activités criminelles. Tandis que chez nous, on n'a pas de limite. On a toutes les possibilités quand on est à l'étranger. On peut voler, on peut manipuler, on peut même tuer, donc ça ne nous pose aucun problème. Et c'est ça la différence. Et il y a un autre point qu'il faut souligner, on n'a pas le droit de se tromper aussi. Hein, parce que si là on commet une faute, c'est terminé. Vous pouvez retourner dans le civil, si je puis dire. Après, il y a un truc aussi, c'est que nous, on était vachement contents du développement de la diplomatie, parce que la première conséquence pour nous, pour les services de renseignement, c'est qu'on peut travailler sous la couverture diplomatique, donc on est protégé par l'immunité diplomatique. Voilà. Ça veut dire qu'on ne risque rien. Si vous êtes pris, bon, on vous déclare persona non grata et on vous renvoie chez vous. J'avais un contact à l'ambassade éventuellement au cas d'un coup dur ou de quelque chose, mais je n'ai pas travaillé à l'ambassade. Et alors cette infiltration,
dans l'ENA? C'était quelque chose de passionnant parce que d'abord pour moi c'était une grande réussite. Parce que mes supérieurs étaient, en parlant vulgairement, quand je leur racontais ça en revenant à Moscou, ils étaient sur le cul. Parce que c'est quand même une école, la plus grande école française qui forme. Donc actuellement, si on prend les statistiques actuelles, il y a quand même 4 présidents de la République. Il y a une dizaine de premiers ministres. Il y a des dizaines de ministres. Il y a des hommes politiques. Il y a les grands patrons qui sont passés par l'ENA. Moi, en tant qu'ancien élève de l'ENA, maintenant, je reçois l'annuaire de l'ENA avec leur adresse privée, avec le email privé. Donc déjà ça, c'est le renseignement pour lequel n'importe quel service étranger aurait paierait pas mal d'argent. Et donc, vous l'avez pas revendu quand même? Non, pas encore. Je suis pas à la dernière. On peut faire monter les enchères en dessous de cette vidéo. C'est ça, voilà. En fait, c'est ça. L'annonce est passée. Et surtout, c'était une réussite dans le sens où j'ai amené l'institution l'ENA à me proposer ça à moi. Ça veut dire que ça m'intéressait, mais j'ai fait de la sorte que c'est eux qui me proposent, c'est eux qui me supplient de le faire, et c'est eux qui me payent de le faire. C'est ça, en fait, le truc. Parce que quand vous recrutez quelqu'un, bien évidemment, vous l'étudiez et vous aimeriez bien le retourner. Mais si vous créez une situation dans laquelle c'est cette personne-là qui vient vous commander, vous prier de la prendre, bon cœur ensuite. Ça c'est encore pire, parce qu'à ce moment-là, ils ne vous soupçonnent pas. Parce que ça vient d'eux. L'initiative vient d'eux. Voilà. Alors on a évoqué la possibilité de contrevenir à la loi pour les 2 services. Vous évoquez également l'existence d'un service action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Non, très peu. Je l'évoque, donc c'est bien dit, mais je n'ai peu de choses à dire, bien que j'ai pu faire un stage de 2 mois environ au service action pour apprendre à faire des choses illicites, des gâteaux piégés ou des bouquets de fleurs piégés, mais bien autre chose aussi. Non, je ne peux pas vous en parler comme ça. C'est le bras armé de la DGSE. Mais je reviens... Mais vous évoquez quand même plusieurs activités. Alors effectivement, celle que vous venez d'évoquer, oui, mais vous parlez d'éliminer des ennemis, de provoquer potentiellement des attentats. Oui. Enfin, c'est des choses très lourdes. C'est le service action qui fait ça. Oui, bien sûr. Mais pas, j'allais dire, les réguliers, pas les officiers traitants. Les officiers traitants, ils travaillent avec leur cerveau. Ils manipulent, ils rentrent dans la personnalité de l'autre qui est en face. Tu es en train de casser le mythe. Oui, non, mais je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure, parce que je ne peux pas laisser dire ça. Il n'y a pas que l'ENA qui fabrique des présidents. Saint-Cyr aussi, hein. Tout à fait, bien sûr. Non, mais il y a plusieurs écoles. Mais il y a aussi, en fait, en France, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le système de grandes écoles. Oui, voilà. Donc en France, vous avez le système de grandes écoles. Bon, l'ENA, c'est la plus réputée au niveau administratif. D'ailleurs, c'est pas la plus prestigieuse, parce que HEC ou Saint-Cyr, c'est beaucoup plus prestigieux que l'ENA. Voilà, donc ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, dans le renseignement militaire, nos collègues de GRU, donc le renseignement militaire, ils sont certainement intéressés par Saint-Cyr. Bien sûr. Alors, je vais revenir quand même sur ma question de service d'action, même si vous n'y avez pas forcément... Service action, oui. Pardon. Vous parlez évidemment de la fameuse opération Homo, dont François Hollande a parlé dans son fameux livre, enfin dans son fameux témoignage aux 2 journalistes d'Abbé et l'Homme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement à quoi il faisait référence? Non, à quoi il faisait de référence, je ne sais pas. Mais là, il y a 2 actions Homo qui s'adressent à des personnes. Par exemple, pour le service action, préparer un attentat, c'est une action Homo, puisqu'elle va... Le but, c'est bien d'éliminer quelqu'un. Ou dans un hôpital, de le faire opérer et puis de se tromper de bistouri, quoi. Bon, ça c'est une action Homo. Ou de médicaments. Voilà, c'est une action Homo. Pour le reste, c'est les autres actions, ce sont les actions par l'intermédiaire des écoutes, alors des écoutes via satellite, etc. Et le fait que le président Hollande ait parlé d'assassinat ciblé, ouvertement dans un livre, vous trouvez, vous en tant qu'officier ex-officier traitant de la DGSE, vous trouvez ça normal? Je ne me serais pas permis de le dire, d'ailleurs je n'en parle pas, mais maintenant, puisque c'est vous qui avez dit ce terme-là, assassinat ciblé, ça n'est pas moi, mais je peux dire que ça existe, oui, évidemment.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Ouais. Mais bien sûr. Mais vous savez, on sait les choses que lorsqu'elles ne fonctionnent pas. Mais alors là François Hollande, on a su beaucoup de choses. Oui, non, mais je veux dire une chose. Les choses. Vous m'énervez, hein. Les choses que l'on connaît, c'est celles qui ne fonctionnent pas. Exemple, Rainbow Warrior, le dernier. Là. Et puis il y en a d'autres. Hein. Surtout que François a connu une des protagonistes de l'opération. Il faisait partie de mon stage, oui. Ouais. Mais voilà. Et il y en a très peu que l'on connaît. Il y en a beaucoup que l'on ne connaît pas. Mais ça, c'est le principe général dans l'espionnage. Bien effectivement, sûr. on ne connaît que nos échecs. Nos réussites. Oui, c'est un peu comme les... D'ailleurs, c'est la même chose. C'est normal, un peu avec les attentats qu'on arrive à déjouer, dont on ne parle pas. C'est normal. C'est ça. Il y a peut-être une petite précision qui aidera les gens de comprendre. François est un ancien militaire. Qui est dans son propre pays, donc il a toujours l'obligation de réserve. Absolument. Donc du coup, parce que s'il commence à vous raconter, à vous donner des noms et des opérations, non, il ira en prison. Et, donc voilà. Moi, j'ai mon statut de réfugié qui me protège, et en plus, je raconte un service. À la limite, le KGB, le service n'existe plus, même s'il y a les héritiers de ce service qui sont les mêmes. Hein, donc c'est les mêmes bâtiments, les mêmes personnes, etc. Mais c'est les services différents. Et donc du coup, j'ai beaucoup plus de liberté, tout en sachant qu'à la limite, je risque du polonium ou du novichok, mais venu de 3000 km, de 4000 km de loin. Mais en revanche, en France, je risque rien juridiquement. Tandis que François risque la peine pénale. Alors justement, puisque vous ne risquez rien, parlez-nous du service action du KGB ou de l'équivalent. Excellent. En fait, historiquement, on a eu plusieurs services action. Le service action de Staline, de la NKVD et de MGB, c'était un service qui était plutôt destiné non pas pour éliminer les étrangers, mais pour éliminer les Russes. Enfin les soviétiques à l'époque, qui sont partis, parce qu'on a vécu quand même la révolution, la guerre civile, donc il y a eu plein de gens qui sont partis, y compris en France, hein, il y a plein de Russes qui ont retrouvé l'asile en France après la révolution, et il y avait les opposants à Staline, et Staline adorait éliminer ses opposants. Donc du coup, l'opération la plus connue, c'est l'assassinat de Trotsky, donc qui s'est réfugié d'abord en France, après il est parti au Mexique, et donc il y a Mercader, Ramon Mercader, qui était décoré du titre de héros soviétique de l'Union soviétique pour assassiner Trotsky, qui était l'opposant politique de Staline. En France, la même chose. Il a eu son fils, Sedov, qui était en France, qui est mort d'une opération d'appendicite, comme le disait François, où on s'est trompé de bistouri, et il est mort très peu de temps après cette opération. Donc voilà, on a éliminé aussi le fils. Il s'est trompé d'organe, hein, pas de bistouri. Voilà. Ça arrive en toute bonne foi, hein, parfois. Ah oui, alors, là, ça m'a tué. Non, mais là c'était peut-être une faute, mais on quand même soupçonne plus que ça. Et donc, ça, c'est le début. Après, après la mort de Staline, il y a le Khrouchtchev qui l'a remplacé. Khrouchtchev avait peur du KGB et détestait le KGB. Donc, pendant 10 ans, il a tout fait pour minimiser le rôle du KGB, et donc à cette époque-là, le KGB ne faisait rien du tout, ou il faisait des opérations vraiment contre les États-Unis et l'OTAN. Après l'arrivée d'Andropov en 1967, il a redoré le blason du KGB énormément, donc il a fait un instrument politique, le vrai instrument politique d'ailleurs qui lui a permis à la fin de devenir secrétaire général du parti et le chef d'État en Union soviétique. Et donc vers 1979, en décembre 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Pour envahir l'Afghanistan, on organise une opération de liquidation du président de l'époque, donc Hafizullah Amin, et on envoie donc un commando qui est dirigé sur le terrain par le général Drozdov, qui était directeur de la direction S et que je connais personnellement. C'est mon supérieur bien aimé et adoré d'ailleurs. Et donc, pendant cette opération, ils l'ont réussi, mais il s'est révélé qu'ils étaient quand même un tout petit peu les amateurs.
Donc ils ont perdu un peu la main, même beaucoup la main depuis Staline. Donc ils ont perdu quand même, ils ont eu des pertes pendant cette opération. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 personnes dans le commando qui étaient éliminées aussi. Au retour d'Afghanistan, Drozdov a rencontré Andropov et lui a dit vu la situation internationale, ça mériterait de créer un vrai service action au sein du KGB, de mieux former, mieux préparer, mieux tout, mieux équipé. Et donc Andropov a signé 2 ans après, je crois en 82 ou 83, il a signé donc la décision, un décret créant le détachement Wimpel. Il y avait un autre détachement qui était le détachement Alpha, qui était créé un peu avant, mais détachement Alpha, c'était la lutte antiterroriste à l'intérieur du pays. Parce que pendant une certaine période, il y avait beaucoup de tentatives de détourner les avions pour partir à l'étranger. Sur tout ce qui est la mer Noire, l'Asie centrale, il y avait les gens qui prenaient en otage un avion et qui demandaient d'atterrir en Turquie. Voilà. Donc, ils ont créé d'abord un commando pour lutter contre ça. Et puis nous, au Wimpel, c'est un détachement bien destiné pour l'étranger. Donc, en fait, c'est les actions qui étaient destinées à être commises soit pendant la guerre, soit dans les conditions difficiles où il fallait éliminer les cibles à l'étranger. Et donc, ce détachement Wimpel dépendait de la direction S, dépendait du 8e département dans cette direction. Donc, c'est général Tolstikov, à mon avis, à mon époque, qui dirigeait ce département. Donc, il y avait une base d'entraînement à Balachikra. Voilà. Après, même en travaillant dans ce service, j'ai jamais rencontré les membres. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a le sentiment, quand on écoute Sergueï Girnov, que le KGB était une incroyable usine à gaz. Oui, alors qu'avec des effectifs absolument pléthoriques, tandis que la DGSE était beaucoup plus restreinte. Je dis toujours, je m'amuse à dire que c'est David contre Goliath, hein, mais c'est quand même David qui a gagné. Hein, alors, c'est vrai, attention. C'est vrai, à la fin c'est ça. Attention. Il faut bien préciser que le KGB, malgré toute sa puissance et malgré soi-disant la pénétration dans le monde entier, la lutte idéologique elle a perdu, hein, parce que le KGB a été dissous, le Parti communiste interdit et l'Union soviétique a disparu. Vous êtes très fier de dire que le KGB infiltrait la DGSE. Hein. Je suis pas très fier, mais on était quand même assez content. Je suis plutôt mitigé parce que j'ai rarement entendu. C'est pas moi qui le dis, c'est Vetrov qui l'a dit. Oui. Mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, donc, c'était bien fait. C'était bien fait. Alors, au fil du livre, vous cassez aussi de nombreux mythes de l'agent secret. On adore ça. On adore les gadgets. Alors, c'est d'ailleurs marrant parce que la première chose à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure en expliquant quand vous avez commencé au SDEC, vous parlez de la butée de porte qui avait une radio dedans, mais vous dites non, il n'y a pas tellement de gadgets, etc. Il y en a des gadgets, mais on ne les utilise pas, ou peu, ou très peu. Dans toute ma carrière, j'ai une fois utilisé une valise, un attaché-caisse avec des millions de francs à l'intérieur, avec un faux paquet de cigarettes, parce qu'il y avait une petite caméra dedans. Voilà. Bon, c'est la seule fois que j'ai fait ça, et en plus, c'était dans un hôtel parisien. Voilà. Avec quelqu'un, dont le patron était ce qu'on appelle un honorable correspondant. C'est une personne... C'est très drôle, ça, ce terme d'honorable correspondant. On dirait un peu les cigares du pharaon. Comment ? On dirait les cigares du pharaon, un peu. Peut-être, mais nous sommes... Alors, il parlait tout à l'heure de personnes au KGB qui aristocrates. Nous utilisons des expressions belles, de belles expressions aristocratiques. Honorable correspondant, c'est beau. Et alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Honorable, c'est pas des gens conquis. D'abord, ils sont français, jamais étrangers, et en principe, ils ne sont pas payés. C'est d'où d'ailleurs le terme honorable, parce qu'en fait, c'est ça. Alors, je dis en principe, mais on peut éventuellement leur... Oui, exactement. Leur octroyer une médaille, par exemple, la médaille nationale du mérite, ou faire sauter les contredanses. Faire sauter les contredanses. Ça, oui, c'est plus difficile, moi, ça m'est pas arrivé. Mais dire à quelqu'un, dire à nos supérieurs, j'aimerais bien que cet agent-là, ou cet honorable correspondant, soit gratifié d'une médaille, ça fait toujours plaisir. Les Français aiment les médailles.
Ouais. Mais les soviétiques aussi. Hein. Il faut voir, il faut voir les placards qu'ils ont ici. D'ailleurs, là, je vais le dire parce que ça m'a amusé. La première fois qu'on s'est rencontrés chez Faustine Bollert, moi j'ai mis mes médailles. Sergueï avait amené des médailles, ça m'a toujours étonné, sur son costume civil. Vous étiez rangé dans une valise, non? Non, j'avais très peur. Il les arborait, là, comme ça. Je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, on a, parmi les autres mythes que vous déconstruisez un petit peu, c'est celui de la place des femmes. Alors d'abord, il y a très peu de femmes officiers traitants. On n'a pas déconstruit, mais il se trouve que les femmes, il y en a moins que d'hommes. Et il y a... Puis objectivement, si on vous lit, on a le sentiment que les femmes servent uniquement confidence sur l'oreiller, mais pas... Oui, voilà, mais pourquoi on veut forcer on veut forcer le bio, hein. Moi je force rien, je vous lis. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est biologique, ça. Si la femme veut faire comme les hommes, elle n'a qu'à le faire. On ne la pousse pas. Moi, je suis contre ça, vraiment contre. Je suis contre pas la prééquation, le 55. La parité. La parité. Je suis foncièrement contre. Si elles ne sont pas attirées par la chose politique, elles ne sont pas attirées par la chose politique. C'est dans leur gène. Voilà. Maintenant, si on veut... Oui, non, mais c'est vrai. Bon, cela dit, je ne suis pas contre les femmes. Comme disait l'autre, je suis tout contre. Voilà. Bon, ça, c'est Sacha Guitry. Ouais. Mais, alors, oui, je déconstruis cela, mais c'est peut-être un sous-entendu. Dans notre stage, il y avait deux femmes, je crois, oui, dont l'épouse Turange, là. Ben c'est comme ça. Alors, l'une a été officier traitant, et l'autre, j'ai pas dit traitante, officier traitant, parce que traitant, c'est un participe présent. C'est pas une révolte contre l'écriture inclusive. C'est juste, si ça, c'est une révolte aussi. Ça, complètement. J'ai horreur de ça. Hein. Voilà. On parle français, non pas des trucs inventés par des néo-philologues, là, oui. Bon, non. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, je poursuis. Ouais. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait de femmes. L'officier traitant qui n'est pas une officier traitante. Voilà. Eh bien, il y en a peu, mais c'est par construction. C'est comme ça. Voilà. Après, c'est pas forcément... François raconte aussi que les femmes étaient utilisées quand il a fait la mission aux États-Unis. Il avait une collègue qui est féminine, parce que justement, quand on est en couple, on passe plus inaperçu que quand on est tout seul. Donc en fait, on utilise ça. J'avais une fausse épouse, comme on dit, pour simplifier. Mais alors, vous racontez que votre vraie épouse... Oui, elle est au courant. Elle a été briefée un peu aussi. Oui, mais nos épouses respectives, elles savent où nous sommes, mais elles ne savent pas ce que nous faisons. Bon, avec cette émission, par exemple, il se trouve qu'elle va le regarder sur YouTube, mais elle verra bien de quoi je parle là. Mais je n'ai jamais parlé à mon épouse par les mots que je vous dis actuellement. Jamais. Alors, est-ce que ça l'intéresse pas? Bien sûr que si, ça l'intéresse. Mais je n'en vois pas l'intérêt de le faire. Non, alors vous expliquez, Sergueï Girneuf, que les relations affectives, ça a été plus compliqué parce que vous aviez l'impression finalement, à chaque fois que vous rencontriez une femme, que si vous l'embarquiez avec vous, c'était la catastrophe annoncée. Ça, c'est sur le terrain quand j'étais en mission, effectivement, parce qu'en plus, comme je travaillais pour la direction S, celle des clandestins, des illégaux, on me poussait, et j'étais célibataire, parce que dans notre système, en fait, en gros, on va reprendre dès le début, KGB n'emploie pas les femmes. Donc les officiers traitants, il n'y a que les hommes. À l'Institut Andropov, on était 320 candidats, élèves officiers à faire le cursus. Il n'y avait aucune femme. Aucune. Jamais. Donc tous les livres qui parlent des espions russes, machin, etc., les trucs Anna Chapman, etc., c'est du pipeau. C'est les mythes, mais les Français adorent ce mythe. Il adore avoir cette image d'espionne russe, blonde et belle. D'ailleurs, vous correspondez assez bien. Qui ont existé, d'ailleurs. Voilà. Attention. Oui, et donc le seul service qui employait vraiment les femmes, c'était le service des illégaux. Justement, parce que le couple, quand il y a un illégal qui partait pour des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans, il fallait avoir une certaine stabilité sentimentale et puis une certaine sécurité. Parce qu'en fait, ça, on a été de Staline. Quand on est deux, chacun a l'œil sur l'autre. Donc du coup, c'est un peu plus difficile de trahir si on est deux. Oui, parce que le parti avant le couple, alors.
C'est un peu ça. Et donc, dans le service des égaux, on employait des femmes. Et donc, moi, je faisais partie de ce service. Quand on est célibataire, nous, en fait, on nous pousse à trouver une épouse dans notre pays d'accueil. Comme ça nous permet d'acquérir la nationalité du pays, et après ça nous permet de voyager sous une autre couverture, parce que si je reçois la nationalité française, je serai bien vu en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde. Je ne serais pas soviétique. C'est le mariage blanc made in KGB. Non, pas forcément blanc. C'est le truc aussi, c'est que vous pouvez très bien avoir des émotions par rapport à votre future épouse. Après, le truc, c'est ça, parce que ça vous pose quand même un cas de conscience. À moi, ça m'a posé déjà un cas de conscience, parce que le KGB m'a torturé quasiment quand j'étais encore candidat, puisqu'ils m'ont interdit de fréquenter une fille. Donc faire rompre, donc ça m'a marqué déjà. Et donc, quand j'étais sur le terrain, je me disais, à la fin, quand ça devenait plus ou moins sérieux, dans quoi je l'embarque, quoi. Parce que on a dit, nous, on risque rien. Donc au pire, quoi, même si on n'a pas la couverture, si on a la couverture climatique, personne ne nous gratte, on vous fout dehors, point barre. Et on oublie. Et donc, vous vivez la vie heureuse, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas la couverture diplomatique, on fout en prison quand même. Mais bon, le pays va négocier. Ça veut dire qu'ils vont chercher un François sur le terrain, ils vont le capturer quelque part en Afrique, etc. Et puis après, on va nous échanger. Donc, à la limite, vous allez passer 2 ou 3 ans en prison. Et puis après, on se échangera. Parce que même les époux Tirange qui étaient pris en Nouvelle-Zélande, après, on a négocié sur l'atoll français. Et puis après, ils étaient rapatriés 4 ans après. Donc ça va, c'est une sinécure. Oui. C'est pas forcément une sinécure, mais bon, on les a libérés quand même. Voilà. Donc, voilà. Et encore, la France aurait pu les libérer beaucoup plus tôt si elle avait informé l'Australie ou la Nouvelle-Zélande de leur présence. Alors, en fait, la Nouvelle-Zélande n'a pas apprécié que la France fasse une opération commando sur son terrain sans les prévenir. En fait, c'était ça. Hein. Et donc voilà. Mais en revanche, si vous avez une épouse française que vous épousez, elle connaît rien du tout de votre histoire. Donc elle est absolument innocente. Après, il y a certains cas où vous pouvez lui raconter votre vraie vie. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que par exemple c'est une sympathisante communiste qui partage votre vision du monde, etc. Vous pouvez être amené à lui raconter ça. Mais la chose la plus abominable que j'ai su, elle ne me concerne pas, mais il y avait un couple d'illégaux, donc russes, qui sont allés au Canada. Donc ils avaient les faux papiers canadiens, etc. Ils ont vécu aux États-Unis et au Canada. Ils ont construit leur vie. Ils se sont mariés là-bas en église comme 2 Canadiens. Ils ont fait des enfants. Les enfants sont nés au Canada. Et 20 ans après, les gamins, il y en avait un qui avait 17 ans et l'autre 20 ans, un truc comme ça. Ils ont été soit trahis, soit je ne m'en souviens plus comment ça s'est passé, mais ils étaient démasqués. Et donc, ils ont été jugés au Canada et après expulsés du Canada vers la Russie. Mais avec leurs enfants. Ah oui. Mais pour les enfants, leurs enfants étaient les Canadiens. Enfin, ils ne parlaient pas russe, ils ne connaissaient pas ce pays, ils ne représentaient absolument rien pour eux. Voilà. Et donc pour eux, c'est le métier de leurs parents. Mais les parents ne leur ont pas dit qu'ils étaient espions. Donc du coup, vous imaginez, pour les gamins, d'ailleurs, ils ont fait le procès au gouvernement canadien, ils ont obtenu gain de cause, donc ils sont retournés, ils ont obtenu le droit de retourner au Canada, qui est leur vrai pays. Voilà, et donc c'est vrai que ça peut poser les cas de conscience. Alors vous, François Baroux, vous expliquez un peu ce danger que vous ressentiez pour votre famille. Vous l'expliquez avec 2 anecdotes, et je vous demanderai de me raconter celle avec la question des salades qu'on vous offre en Éthiopie, qui est assez originale et amusante. En 83 ou 84, il y avait la terrible famine en Éthiopie. Le monde entier, d'ailleurs, s'en était intéressé. Et là, on avait même fait une chanson là-dessus, We are the world. Nous sommes le monde. Voilà. Et donc un soir ou un matin, je ne sais plus, quelqu'un vient offrir une salade en période de famine. Une salade, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est un cadeau royal. La salade, c'est pas. Ah, nous, on était connus comme des Français habitant une villa non loin de l'ambassade de Libye, d'ailleurs.
Et alors, on prend cette salade, mais comme j'étais formaté pour faire attention quand même, hein, c'est vrai, on fait attention. J'avais des lapins que j'avais donnés à mes enfants, enfin offert à mes enfants, qui étaient petits à ce moment-là. Les lapins, c'est gentil pour offrir à des enfants. Mais les lapins étaient en cage. Et j'ai donné la salade aux lapins, en me disant, bon, ils vont la bouffer, quoi, cette salade, il n'y a pas de problème. Et on ne donnait pas de salade aux lapins, normalement, parce que c'était rare. Oui, c'était un mets de luxe pour le lapin. Complètement. Et pour nous aussi. Et bien, les lapins, ils étaient morts tous, là. Malheureux. Eh ben oui. Et alors là, j'ai dit, quand même, il y a un truc. Mais ils vous ont sauvé la vie quand même. Hein. Ils nous ont sauvé la vie. Les lapins. Hein, oui, les à lapins. Vous. Ils vous ont sauvé la vie, à vous, les lapins. Oui, tout à fait. Oui. Et voilà, ça, là, on a risqué quand même. Alors, je ne l'ai jamais raconté, ce truc-là, mais c'est en écrivant le premier livre que je m'en suis souvenu. Et par ailleurs, est-ce que j'ai eu d'autres craintes ? On a toujours une crainte, surtout quand on reçoit un colis ou un objet. Moi, j'ai toujours eu la trouille, surtout quand il était enveloppé, c'est dans un carton, que ce colis soit piégé. Bien sûr. Alors, en général, je le faisais ouvrir, ce qui est encore dégueulasse, enfin, c'est comme ça, par mon radio, parce que j'avais un radio qui faisait partie de la DGSE aussi, et il était radio et chiffreur en même temps. Parce que toutes nos communications étaient chiffrées. Hein. Je ne dis pas codées, chiffrées. Il est plus difficile de déchiffrer un message que de le décoder. Voilà. Je ne veux pas vous expliquer, mais le codage, ça implique des formes mathématiques bien très strictes, alors que dans le chiffrage, il y a de l'aléatoire, à condition que le receveur et l'émetteur aient les mêmes trucs quoi, pour déchiffrer. Voilà, les mêmes algorithmes pour déchiffrer. Tout à fait. Voilà les deux. Il y a une autre fois, c'était dans un autre pays qui est nos alliés. Je faisais sur l'autoroute plus de 60 miles à l'heure, ou 50 miles, je ne sais plus. Et je vois les flics derrière moi qui font pas un pompon. Je me dis, ça y est, j'ai été... Oui, je suis ciblé, quoi. J'ai une trouille, ça, j'ai eu très peur. Et bien entendu, je me suis garé, et le flic me dit, vous savez à quelle vitesse vous rouliez? Alors j'ai tout de suite compris. Je dis, bah oui, dans les 50 miles. Oui, monsieur, ne faites jamais ça. Pof, tenez, vous devez payer tant. J'ai tout de suite payé, hein, parce que je ne voulais pas me faire attendre, etc. Ça, j'ai eu peur, ça, vraiment. Une autre fois aussi, ça je le raconte, je crois, dans ce livre, mais vous avez dû le lire. À un moment donné, j'étais pas bien et j'ai voulu passer une soirée dans une boîte de nuit. C'était près de Cap Canaveral, je me souviens. Et j'avais bu beaucoup. J'étais bien le soir en revenant à l'hôtel. D'ailleurs, je me demande toujours comment j'ai fait pour revenir en voiture. Enfin bref. Et le lendemain matin, j'étais encore pas très clair quand même. Et on utilisait à l'époque, plus maintenant je crois, des traveler checks. C'est-à-dire qu'on signe au verso et au recto. On signe une première fois et de l'autre côté, au recto, on contresigne quand on donne le chèque. Et en contresignant, j'ai fait ma véritable signature, au lieu de faire la signature du pseudo, quoi, qui se ressemblait, mais c'était pas la même. Et là, je m'en suis aperçu, heureusement, tout de suite. Alors, j'ai fait une rature où j'ai déchiré le chèque, je me souviens plus très bien. Et là, je me suis excusé auprès du receveur, là, et qui a très bien compris. Il a trouvé ça tout à fait normal. J'ai pris le chèque abîmé, je l'ai mis dans ma poche et j'en ai fait un autre. Mais ça, on a peur. Et ça revient, le problème de la légende. Parce que j'étais sous légende à ce moment-là. Et il est difficile de maintenir une légende au-delà de 2 ou 3 semaines, pour moi, hein. Parce qu'on est toujours sous tension. Donc la légende, c'est une fausse identité, comme dans le fameux bureau des légendes que vous sabrez aussi pas mal faux d'ailleurs. Métier, fausse identité. Alors que la couverture, vous faites un véritable métier. C'est pas un faux métier, c'est quand j'étais sous couverture en ambassade, je faisais le boulot d'un secrétaire d'ambassade, le vrai. J'étais 2e secrétaire, et il y avait un 1er secrétaire, je faisais le même boulot que lui, mais j'étais que 2e secrétaire. Vous savez, la bureaucratie qui est liée à l'espionnage, nous, on devait remplir les papiers à chaque fois, avant, pendant, après, machin. Ça veut dire que vous passiez, je sais pas, la moitié de votre temps à écrire des papiers, les fiches. Vous rencontrez une personne, je sais pas, je sors dans la rue, je fais un cocktail, donc je vais rencontrer 50 personnes. Ça veut dire que je vais faire 50 fiches sur chacune des personnes. En plus, on n'avait pas d'ordi à cette époque-là. Bien sûr. Donc c'était...
absolument. Non, mais c'était abominable. Et alors justement, qu'est-ce que le numérique a bouleversé dans vos métiers? J'allais dire tout. D'abord, la facilité de communication. Nos téléphones mobiles que nous avons, que nous désactivons quand on est ici, mais ils sont toujours en permanence en tension, en écoute. Bon. Et alors là, quand on fait des filatures, ça peut servir aussi très facilement. Alors qu'autrefois, on avait bien sûr des moyens de communication, mais beaucoup plus gros, quoi. Il y avait des micro-cravates, ce qu'on appelait les micro-cravates. Bon, eh bien, c'était lourd à porter quand même. Bon, il y avait quand même des moyens électroniques. Et puis les batteries, à cette époque-là, oui, voilà, on avait le plus grand problème, c'est les batteries. Ça veut dire qu'on avait pour les caméras et pour les micros, on avait le problème d'avoir du temps à enregistrer. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on enregistrait très peu qu'on utilisait très peu de gadgets. Ça m'est arrivé pendant un exercice à l'Institut Andropov. Donc, je faisais normalement un trajet de contrôle pendant 3 heures. Après, je rencontrais mon agent, avec lequel, un professeur privé, un ancien du KGB, qui jouait à un agent étranger que je devais recruter. Et donc, on avait une conversation pendant 2 heures. Lui, il avait des éléments à me donner. Et moi, après, je devais, au retour, faire une fiche analytique pour synthétiser tout ce qu'il m'a raconté, etc. Et donc, j'avais un enregistreur sur moi. Le problème, c'est qu'il n'a rien enregistré. Et quand vous avez quelque chose qui est sur vous, psychologiquement, vous ne vous souvenez plus de rien. On débranche le cerveau. Ça veut dire qu'en fait, je dis pourquoi noter des trucs importants, puisque j'ai le truc qui va enregistrer. Je rentre à la villa et je me rends compte que zéro. Il n'y a rien. Et que je me souviens de rien parce que tous les éléments importants qu'il a donnés, je les ai filés. Après, j'ai une bonne mémoire, donc du coup, je me souvenais quand même en gros de la conversation, mais j'ai fait un papier très moyen. Oui, non, mais c'est exact. Mais ne serait-ce que nos relations de pays étrangers à la France. Avant, ça se faisait, on avait ce qu'on appelait des téléscripteurs, et ça faisait des trous sur des bandes perforées, donc ça faisait des bandes perforées, qui étaient associées à notre bande pour qu'elles soient chiffrées. Après, on envoyait ça par l'atmosphère. Mais maintenant, avec le Wi-Fi, crypté, on n'a pas besoin d'avoir un deuxième radio. Mais en même temps, ça devient un danger. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, on entend beaucoup... Mais bien sûr, tout passe pas par l'atmosphère, quoi. Et sans trahir un secret, on parlait juste avant de commencer cette émission de la capacité potentielle de services secrets, de quiconque d'ailleurs, de nous écouter à travers nos téléphones. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est un mythe ça aussi ou est-ce que c'est une réalité? Non, c'est pas un mythe du tout. Hein. Alors je pense que nos services secrets ont utilisé et usé de cette possibilité électronique de faire pour écouter. Hein, d'ailleurs, dans le monde technique, toute membrane peut devenir un micro. Ça veut dire que vous avez des baffes chez vous. Tout à fait. C'est un micro. Oui. Techniquement, on peut le transformer en micro. Votre téléphone, vous débranchez le téléphone, vous enlevez votre carte SIM. Si le service vous espionne, vous avez toujours la carte mémoire qui sert à alimenter le système d'exploitation et l'horloge de votre téléphone. Et avec cette carte, on peut enregistrer au moins une trentaine de minutes ou 1 heure de conversation, même quand le téléphone vous semble complètement débranché. Donc il y a ça. Il y a autre chose aussi. Parfois, de temps en temps, on me pose la question... Quels sont les services secrets les plus puissants actuellement dans le monde? Vous savez quoi? GAFA, Google, iPhone. Parce que le même portable que vous avez dans la poche, il sait tout sur vous. Il vous suit à la trace, il est géolocalisé. Il écoute tout ce que vous racontez, il enregistre tous vos emails, il enregistre tous vos SMS, il enregistre toutes vos conversations avec les copines et les copains sur Snapchat, sur Insta, sur Twitter, etc. Vous répondez au questionnaire de Facebook, vous répondez à 250 questions, Facebook sait sur vous plus que votre copain ou votre copine avec laquelle vous dormez tous les jours. Mais à l'inverse, avant, quel était le service ou l'association la plus au courant de nos allées et venues? Je vous donne. Hein? L'Église. Oui, l'Église, oui, mais toi tu me dis que non, c'est Éric Dénessé. Il dit que le Vatican, pardon. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas un service constitué. Ça veut dire que c'est pas une structure. Mais officieusement, ils ont quand même un service qui est là. Apostolique. Mais maintenant, le service actuel
enfin autrefois, avant l'Internet, avant le numérique, qui était très, très bien renseigné, c'était les Mormons à Salt Lake City. C'est vrai. Et il reste toujours. Eh ben, ça, il doit rester toujours. Oui, ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas d'office. Pourtant, c'est un truc entre guillemets religieux. Enfin, oui, mais ils ont des programmes. Par exemple, ils cherchent la formation. Ils ont une chorale extraordinaire. Et ils recueillent l'ADN dans le monde entier. Ah, peut-être. Écoutez, ils ont un programme de recueil d'ADN. Amusez-vous sur Internet de faire notre père qui est aux cieux, hein, notre père, enfant français ou paternoster, et à côté vous écrivez Mormon. Vous aurez une interprétation orchestrée par leur chorale, mais c'est magnifique. C'est mieux que les chœurs de l'Armée Rouge? Ah oui, oui, oui. On va avancer. Ils n'ont pas d'uniforme. On va avancer, messieurs. J'ai une question aussi sur l'imbrication potentielle de ces services de renseignement avec les médias, la presse. Parce que finalement, on voit que ces services ont aussi une volonté d'influence. Vous expliquez un petit peu différentes utilisations de la presse. D'abord, en prenant des informations, tout simplement. Vous racontez d'ailleurs qu'il y avait un cliché du porte-avions Charles de Gaulle qui pouvait tout à fait servir au service étranger. Mais vous pouvez aussi faire publier des papiers avec d'honorables correspondants journalistes, par exemple. Vous avez vous-même fait la question et la réponse. Donc, mais alors, c'est parce que j'ai une autre question après ma question. Bon, allez-y alors. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un agent de la DGSE, du KGB, parmi ces légendes ou parmi ces couvertures, ait besoin de travailler dans une rédaction comme un journaliste? Oui, non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire les deux métiers à la fois, sauf s'il est sous légende, mais un agent, enfin un officier traitant. La question, c'est bien, est-ce qu'un officier traitant peut faire le même boulot qu'un journaliste, c'est ça? Non, peut se faire passer pour un journaliste. Ah, mais bien sûr, oui, ça, c'est ce que tu as fait. Je le suis. Il y a l'exemple, j'ai travaillé pendant 14 ans pour la télévision centrale de Russie, enfin du RSS. Bah oui, c'est ma meilleure couverture que j'ai jamais eue. Ça, c'est tout à avec fait un vrai. autre nom que celui... Non, avec mon vrai nom. Votre vrai nom, mais un autre nom que celui que vous utilisiez au KGB. Non, pas forcément, parce que moi j'ai très peu travaillé sous la légende, sauf sur certaines opérations très ponctuelles. La plupart du temps, et d'ailleurs c'est un peu mon rêve cassé de la direction Est, parce que j'aurais aimé passer une dizaine ou une vingtaine d'années en tant que Français en France ou quelque part dans le monde. Malheureusement, c'est jamais arrivé, ou très peu. Et donc, cette couverture, par exemple, est venue spontanément. Quand j'étais encore en MGIMO, l'Institut de relations internationales dans lequel le KGB m'a recruté, on m'a proposé, en fait, je connaissais une prof de français qui me disait « Ah, tu parles très bien, on a un programme en français à la télévision et ils cherchent des figurants pour leur émission. » Et donc, il m'a recommandé. Et en décembre 82, j'ai commencé la première fois à figurer dans les émissions. Et à la fin, le service a évolué. Donc avec la venue de Gorbatchev, on est passé vraiment dans le domaine médiatique, journalistique. Ça veut dire qu'au lieu de tout simplement faire des leçons de langue et de civilisation, on a commencé à faire des reportages, à faire des enquêtes, etc., etc. Et j'ai fini par être principal producteur, principal programmateur, principal présentateur de ces émissions, principal journaliste sur le terrain. Tout en étant officier traitant. Tout en étant. Et d'ailleurs, ça a servi à une anecdote, parce que quand on rentre au KGB, à l'école de KGB, à l'Institut Andropov, on nous donne un pseudonyme, le nom d'école. Et donc, en général, la règle, vous gardez votre prénom, donc Sergueï pour moi, et Girnov, et on garde la première lettre, J. Et je suis devenu Jakov. Poutine, Platov. Voilà. Et donc, en fait, tout le monde était comme ça parce que ça permettait de garder l'anonymat face au personnel, face à nous, enfin à nos collègues, parce que c'est pas forcément qu'on va se retrouver au même endroit. Et ça limitait un tout petit peu les casses, tout en sachant qu'à cette époque-là, quand je suis rentré à l'Institut Andropov, parce qu'on ne savait pas, que le secrétaire du parti de l'Institut, Pigouzov, travaillait pour les Américains. Pour la CIA. Pour la CIA. Donc du coup, lui, il connaissait tous les pseudonymes, tous les vrais noms. Parce que quand on rentre au parti, c'est lui qui m'a donné la carte du parti, on rentre au parti sous le vrai nom.
et pas sur le pseudonyme. Donc du coup, votre chef de parti et les gens qui vous recommandent au parti, qui vous adobent au parti, eux, ils connaissent votre vrai nom. Donc, et pour moi, c'était complètement ridicule, parce que donc, je passais à la télévision centrale toutes les semaines, dans l'émission de télévision, avec mon vrai nom. Et donc, j'étais la risée de toute l'école, parce qu'en fait, ils étaient tous... Et j'avais l'impression de me promener en slip, tout nu. Enfin, moi, j'étais tout nu. Eux, ils étaient tous habillés. Moi, j'étais tout nu, parce qu'il y avait mon nom. C'était abominable, d'ailleurs. C'est un truc qui m'a marqué, parce que quand vous êtes dans... c'est comme dans le bal masqué. Tout le monde est masqué, et vous, sauf vous. Voilà. Donc, c'est... À la fin de ce livre, vous finalement faites un peu d'introspection, vous prenez un peu de recul sur ces deux métiers incroyables que vous avez exercés. On a le sentiment, François Varroux, que vous assumez tout, que vous ne regrettez rien. Et on l'explique, du moins c'est ainsi que je l'explique pour ma part, par votre sortie tout en légèreté, en finesse de ce service. Vous êtes aujourd'hui, je crois, sans trahir le secret, que vous êtes maire d'une petite commune. Je l'étais, je ne suis plus. Vous ne l'êtes plus, mais vous l'avez été. Enfin, vous êtes revenu à la vie civile tout à fait normalement. Mais je n'ai gardé aucun contact avec d'anciens camarades de la DGSE. Et pourtant, je fais partie de l'association des anciens... C'est incroyable. Alors, moi, j'ai découvert ça il y a quelques années à peine, il y a 4 ou 5 ans. Et je me suis inscrit à cette association. Qui doit savoir peut-être où je suis en ce moment. Et enfin, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'une telle association pouvait exister. Bon. Chez nous, ça existait depuis longtemps. Hein. Oui. Et donc, non, je n'ai aucun scrupule. D'ailleurs, je me plais toujours à dire que si on a des problèmes de moralité, même après coup, c'est pas la peine faut pas le faire. Faut pas le faire. Et je me suis bien gardé d'avoir des remords, comme laissait supposer un petit peu Sergueï. Mais non. C'est ça qu'il faut avoir un sacré caractère. Ça, je plaide pour moi, pour supporter ça, quoi. Enfin, je veux dire. Mais une fois qu'on a fait la conversion, oui, eh bien, ça va, on se plaît. Il n'y a pas de souci. Au contraire, on a un malin plaisir. Moi, j'ai un malin plaisir à penser que j'ai fait des choses horribles, quoi. Non, mais en fait, c'est ça. C'est ce que je dis dans le livre, en fait. Le métier d'espion, ça permet aux fils de bourgeois de faire des pires saloperies, mais en étant protégés. Oui, un habit de petit gentleman. Hein. Et c'est ça. Alors pour votre part, Sergueï Girnov, on a l'impression quand même que le bilan est plus mitigé. Vous dites que les officiers traitants ne servent pas à grand-chose et que vous engendrez finalement davantage de problèmes que vous ne les résolvez. Et vous ajoutez une phrase qui ne peut pas passer inaperçu. D'ailleurs, Éric Dénessé, le patron du CF2R, l'a reprise dans la postface, puisqu'il fait la préface et la postface. Vous ajoutez: la CIA a quasiment créé Ben Laden pour nous nuire en Afghanistan, et la DGSI a voulu faire de Mohamed Merah l'un de ses indices. Chaque fois, les conséquences ont été tragique. Est-ce que je me trompe déjà sur les deux exemples? Je ne sais pas, moi je ne suis pas espion. C'est ça, les exemples c'est ça. Ça veut dire que pendant la guerre d'Afghanistan, donc, on combattait et la force qui était censée nous emmerder les soviétiques le plus, c'était les islamistes. Et du coup, il y avait les instructeurs de la CIA qui étaient au Pakistan et en Afghanistan, qui formaient les islamistes pour nous combattre. Donc ils ont créé Ben Laden, ils lui ont donné des armes, ils l'ont formé, ils lui ont envoyé des instructeurs. Et puis après, il les a trahis, eux. Voilà, donc ça, c'est un fait historique. Hein, donc c'est ça, c'est quelque chose. Pour la partie Mohamed Merah. Je pense d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui était plus ou moins dit. Après, on n'a pas dit est-ce qu'il a travaillé pour la DGSE ou la DGSI. On les attribue à ce qu'on appelle des complotistes aujourd'hui. Non. En fait, le complotisme, moi je déteste ce terme, parce que souvent on va vous taxer de complotisme parce que on veut pas rentrer dans les débats que vous proposez. Et surtout les débats qui sont assez argumentés et assez légitimes. Et donc du coup on vous dit voilà, vous êtes les complotistes, c'est les théories, c'est en fait on met une étiquette et qu'on pourra après vous passer pour des personnes pas sérieuses. Les services secrets passent leur temps à faire des complots. Les services secrets s'appellent secrets
Pas parce qu'on ne sait pas qu'il existe. Tout le monde sait que tous les secrets du monde sont connus. On connaît les endroits dans lesquels ils se trouvent. On connaît presque les budgets, etc., etc. Donc, s'ils s'appellent secrets, c'est parce qu'ils passent leur temps à faire des complots. La CIA a fait des complots, le KGB a fait des complots. Même Rainbow Warrior, c'était un complot de la DGSE contre Greenpeace. Donc, du coup, nous, on n'est pas des complotistes, on est des comploteurs. On est des vrais comploteurs, ça veut dire on vit dans le complot, on vit par le complot. Si les gens ne comprennent pas ça, ils n'ont rien compris dans le renseignement. Le renseignement, c'est le complot. Après, la différence que je pourrais faire, c'est complotiste, c'est peut-être quelqu'un qui va voir, je sais pas, une blague passer, il dira « Oh, elle est en train de m'espionner parce que bon Dieu l'a envoyé ou il y a mes voisins qui ont... » Enfin, oui, c'est les gens un peu malades. Et à ce moment-là, oui, parce que quelqu'un a regardé cette personne-là, il va se dire, tiens, je suis suivi, etc. Nous, on fait les vrais complots. Et on a des... Vous savez, le terme professionnel qui est utilisé dans le KGB et dans les services soviétiques pour les techniques de renseignement. Ça s'appelle конспиративные мероприятия. Les actions conspiratives. C'est notre terme professionnel, officiel, c'est dans les manuels. Conspirative. On fait des conspirations. Voilà. Et vous, François Baroux, alors on voit que les dirigeants politiques aujourd'hui utilisent beaucoup ce terme de complotiste pour décrédibiliser tout et n'importe quoi. Sergueï a répondu, je ne suis pas complotiste, j'aime pas ce terme d'ailleurs. Comploteur, oui. Alors, mais donc, j'en dis pas plus puisque... Mais vous êtes plus comploteur aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Par contre, je vais répondre à une question à laquelle vous n'avez pas posée, et que je vais poser à votre place. Si vous très bien, bien sûr. Combien payez-vous un agent? Quelle somme vous allez vous lui donner quand il vous a procuré un bon renseignement? Eh bien, je vais vous répondre, je ne vais pas vous le dire. Pourquoi? Pour deux raisons. Vous avez posé une question que je n'ai pas posée pour me fournir une réponse que vous n'allez pas me fournir. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Alors, attendez. Oui, mais je perds les fils de mon... Alors, comment on rémunère une information? Voilà, je ne vais pas vous le dire. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un secret, et ensuite parce que c'est de l'argent public. L'argent que nous utilisons pour payer une source... C'est tabou comme les otages. C'est votre argent et c'est le mien d'ailleurs aussi. Ouais. Voilà. Et alors, la Cour des comptes n'est pas comptable de cet argent. Bien sûr. La Cour des comptes sait combien le volume d'argent la DGSE dispose. Je ne sais plus, il y a plusieurs millions de francs, bien sûr. Mais je ne sais pas, elle ne sait pas quelle est l'utilisation de cet argent, comment on l'utilise et à qui on le donne. Voilà. Après, par rapport à mon regard un peu critique sur les services... J'allais y venir. Je vous propose de me laisser poser la dernière question qui sera pour vous, Sergueï Girnov. Sans vouloir vous être désagréable, puisque vous m'êtes tous les deux très sympathiques, on a quand même le sentiment au fil de ce dialogue croisé que... Vous n'avez pas quitté les services de la même façon. Encore une fois, comme je disais, François Baroux, visiblement, est parti en toute transparence et amitié, j'allais dire. Voilà. Vous, je l'ai dit, vous êtes réfugié en France depuis 2001. Vous dites que la Russie, vous êtes poursuivi par la Russie, donc pour violation du secret d'État. Vous m'avez parlé tout à l'heure avec un peu d'amusement que vous attendiez votre empoisonnement prochain au Novichok ou que sais-je. Et en même temps, tout à l'heure, là, juste à la dernière question, vous avez parlé de nous, en parlant de la Russie, de votre pays. Donc on sent toujours un attachement très particulier. Non, mais... Je vais vous poser la question très clairement. Qu'est-ce qui nous garantit que vous n'êtes plus officier traitant? Ça, d'ailleurs, je ne peux pas répondre à cette question parce que quoi que je dise, ça va me desservir. Si je nie cette question, on va me dire oui, bien évidemment, il nie parce qu'il l'est. Voilà. Si je confirme votre question, vous allez me retrouver dans le livre la même technique que j'ai utilisée quand j'étais à l'espionnage, quand on me demandait si j'étais l'agent du KGB. Donc je grossissais le trait, je tournais au ridicule en fait cette question. Ça veut dire qu'au contraire, normalement cette question, je devrais vous dire, je suis le directeur adjoint du SVR, chargé de la coordination de toutes les actions
situation clandestine en Europe actuellement. Donc je suis général 3 étoiles et depuis 20 ans... Et ça marche bien du coup mais voilà. Voilà. Et donc du coup, les gens commencent à dire oui, ils racontent n'importe quoi. Mais de toute façon, cette question-là, c'est une question piège à laquelle, quoi que vous disiez, on ne vous croira pas. Donc du coup, Éric Donécé, quand il fait cette remarque dans la postface, il dit mais si je prends son profil, il est tellement bien dans coche son toutes les cases. Ouais, voilà. C'est en fait le truc, c'est que pourquoi pas, et d'ailleurs ça a existé. Hein. Nous, on a fabriqué aussi des faux réfugiés, des faux réfugiés, des fausses personnes qui sont parties soi-disant pour trahir, et après qui sont revenus, qui se sont révélés être les agents en mission commandée. Donc finalement, agent un jour, agent toujours. Bah, on peut le dire, peut-être pas toujours, mais de toute façon, c'est un métier qui forme votre état d'esprit. Ça veut dire que ça forme la façon d'appréhender le monde, de comprendre les choses. Donc on devient, et surtout qu'au KGB, on a une autre école, par exemple les Américains et même les Français, ils n'aiment pas trop que l'agent sur le terrain analyse les choses qu'ils font. Ils disent, vous collectez les informations, vous nous envoyez à la centrale, nous on analyse derrière parce qu'on a des analystes, on a le tableau général. Nous, notre école, l'agent est analyste géopolitique. L'agent doit comprendre le pays dans lequel il travaille, doit connaître les enjeux géostratégiques, géopolitiques, la politique, et donc du coup on devient en fait les excellents conseillers ou les excellents analystes, même dans la vie privée. C'est pour ça d'ailleurs il y a beaucoup de grandes entreprises qui se battent pour avoir les gens des services de renseignement, parce que nous, et pas uniquement pour la sécurité, on a moi j'ai écrit les papiers d'analyste de la vie politique sur Macron, et il ne va pas les aimer, hein, parce que là je le tue. Ce n'est pas une grande réussite. Tiens donc. Non. Merci infiniment, messieurs. Vous auriez pu me poser la même question. Hein, Mais en fait, plus j'entendais Monsieur Girneuf parler, plus je me suis dit, in fine, on apprendra dans quelques années que c'était François Baroux qui était toujours en activité. Je ne peux pas répondre à la question. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle aux téléspectateurs, pour se procurer cet ouvrage aux éditions Mareuil, c'est KGB, DGSE, deux espions face à face. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.